Yorana à tous, c'est parti pour une nouvelle saison de Métafénois. Pour ce tout premier numéro de 2026, on part à la rencontre d'Éric Benassec. Il est artiste, créateur de contenu vidéo, entrepreneur mais surtout passionné de nouvelles technologies. Allez, on y va. Yorana. Alors avant de te recevoir en plateau de Métafénois, on a décidé de venir te rejoindre ici en centre-ville de Papeete pour que tu nous montres un petit peu ce que tu sais faire. Alors raconte-nous, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc aujourd'hui, effectivement, on est à Papeete, on va faire des images, des photos, des vidéos qu'on va utiliser comme base pour nos générations IA, afin finalement d'ancrer nos générations dans la réalité quand même pour que le public finalement se reconnaisse. Super, bah allez, c'est parti. C'est parti. Alors Eric, maintenant qu'on a les images, on passe au montage, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment tu procèdes? Tout à fait. Alors rapidement, on va dire que dans une première étape, on va importer et un peu nettoyer les images, donc avec des logiciels classiques qui ont d'ailleurs de l'IA aujourd'hui, donc Photoshop par exemple, où on va dire nettoyer les images, enlever les personnes par exemple, retoucher un minimum, pour avoir une base quand même assez clean d'images. Ensuite, on va utiliser ces images, les importer dans un service d'IA et s'en servir soit comme référence pour ensuite la modifier toujours en tant qu'image, ou bien directement l'animer en se servant de cette image comme image de départ pour de la génération vidéo. Aujourd'hui, on peut aussi utiliser une seconde image comme image de fin et l'intelligence artificielle va être capable de faire une animation de la première image à la dernière image. Yorana, bienvenue dans le multivers de Papeete. Alors, il y a vraiment un style dans tes vidéos. Est-ce que toutes tes créations sont aussi décalées, on va dire? Alors pas du tout, j'ai plus l'habitude des productions beaucoup plus classiques, institutionnelles. Les monstres et les robots, c'est plus sur mon temps perso, dans mes délires chez moi. Alors justement, il y a une de tes vidéos qui a fait le buzz là en début d'année sur un feu d'artifice à Papeete. Comment tu l'as réalisé cette vidéo? Alors pour cette vidéo, l'idée c'était de tester trois choses. Donc une première chose, est-ce que l'IA était capable de créer des feux d'artifice, des formes de feux d'artifice à partir de motifs polynésiens. Donc j'ai pris des images sur une banque d'images, des images de la rade de Papeete et j'ai testé et ça fonctionnait. Donc ça c'était la première chose, ça fonctionnait. En deux, est-ce que l'IA était capable de faire une vidéo qui allait faire une transition d'un feu d'artifice à l'autre? Donc pareil, là j'ai essayé donc, avec les premières images, deuxième image. Et effectivement, il était capable d'animer un premier feu d'artifice, puis de faire une transition naturelle vers un deuxième, avec plus ou moins de succès. Et la troisième chose, c'était est-ce que cette vidéo allait pouvoir marcher sur Facebook? Quelles vont être les réactions, etc. Est-ce que ça va fonctionner? Et effectivement, ça fait quand même plus de 250 000 vues, je crois. Mais bon, je pense que c'est surtout le fait de l'avoir posté le soir même, donc le timing est très important, qui a fait que finalement les gens ont partagé la vidéo pour souhaiter leurs vœux de bonne année à leur famille, à leurs proches. Et je trouve que c'est ça aussi la force de l'IA, si finalement avec cet outil on peut illustrer ou partager nos émotions entre personnes réelles, c'est déjà une bonne chose. Tu voulais que ça fonctionne, mais est-ce que tu t'attendais à ce que ça fonctionne aussi bien? Pas du tout, pas du tout. J'avais aucune attente. D'ailleurs, je pensais que ça allait pas du tout marcher parce qu'en général, les réseaux sociaux sanctionnent un peu les vidéos générées par l'IA. Donc j'avais pas vraiment d'attente, donc j'étais assez surpris que finalement ça prenne. Finalement les algorithmes vont quand même favoriser ce que les gens vont partager, ce qu'ils vont aimer, donc ça a pris le dessus sur la censure IA.
Bah écoute, merci beaucoup pour ces premières réponses. On se retrouve tout de suite en studio de Métafénois. Ça marche. Et nous voilà sur le plateau de Métafénois. Eric, on te voit partout en ce moment. Du coup, on avait envie d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours. Quand on jette un œil à ton CV, on voit que tu as exploré pas mal de choses dans le domaine de l'image, que ce soit de l'illustration, l'animation, la photographie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans ce domaine ? En fait, dès enfant, j'aimais beaucoup dessiner. Quand j'étais au collège, il n'y avait pas encore Internet, donc je passais mes récrés au CDI à éplucher les bandes dessinées. À l'époque, pas loin du collège, il y avait une librairie où on avait des magazines. Du coup, j'achetais des magazines sur les effets spéciaux, sur les jeux vidéo, alors que j'avais même pas les consoles. Et finalement, il y a aussi le fait que quand j'étais petit, j'étais asthmatique. Donc finalement, je passais moins de temps peut-être avec les autres enfants et je passais beaucoup de temps dans ces univers. Et je pense que c'est ce qui m'a par la suite inspiré à créer mes propres mondes, on va dire. Au début, tu voulais faire quel métier et du coup, tu as fait quoi comme études ? Alors, à la base, moi et mes parents, ce qu'on a pensé, c'était que dans les carrières artistiques, ce qui allait marcher, c'était peut-être prof de dessin. C'était ce qu'il y avait de plus sûr, sans trop savoir les autres carrières qui étaient possibles. Et finalement, c'est en arrivant à Paris pour faire mes études d'art plastique que j'ai eu un peu le déclic en découvrant sur place la photographie numérique. C'était les débuts des premiers réflexes numériques, Photoshop, l'ordinateur, Internet, qui à ce moment-là c'était encore le début, avec les forums de discussion, etc. C'est un peu comme ça que j'ai démarré. Par la suite, j'ai eu une opportunité où, en participant à des forums de discussion, quelqu'un m'a contacté pour venir participer à un projet d'animation 3D dans une agence à Paris. J'étais encore débutant, du coup je me suis jeté sur l'opportunité. Ça a été très formateur de bosser du coup dans une boîte de production à l'époque sur Paris. Finalement, c'est les opportunités. Une autre fois, pareil, en fait, je cherchais un travail. Là, c'était plus dans l'iPad 1 venait de sortir et il cherchait quelqu'un qui pouvait designer les interfaces pour cette nouvelle plateforme. Et voilà, du coup, j'avais été recruté pour designer des interfaces pour l'iPad 1. C'était trop tôt c'était des interfaces pour la réalité augmentée. Et c'était, on va dire, trop tôt pour cette technologie. Le grand public n'était pas encore prêt pour ça. Donc la boîte a fait faillite. Mais par la suite, j'ai rejoint une autre start-up, cette fois dans la publicité digitale. Et à ce moment-là, c'était vraiment le boom de la publicité sur Internet. J'ai rejoint la boîte en tant que motion designer. Et là, cette fois, c'était plus sur les forums que je me suis formé, mais sur YouTube. Ça y est, là, YouTube avait explosé, les tutos, etc., surtout dans le domaine de la vidéo, du motion design. Donc, je me suis formé sur le tas. Et enfin, finalement, le job dans cette boîte a évolué, où la boîte a commencé à s'étendre dans plus de 23 pays dans le monde. Et là, j'ai eu l'opportunité d'aller filmer et documenter l'ouverture des bureaux, les conférences qu'on faisait sur place. Donc là, j'ai repris la caméra pour aller filmer sur place tous ces événements. Mais pareil, me former sur le tas, mais finalement toujours un peu tout seul. Et voilà, finalement, au bout de 5 ans, j'avais fait 23 pays en faisant à la fois le motion design, du coup des événements, les écrans, etc. sur place, et de capturer, documenter les événements sur place. Et avec toutes ces expériences hors du territoire, qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir au Fénois ? Il y a eu plusieurs choses qui m'ont encouragé à revenir au Fénois. Déjà, il y a eu le Covid. Donc, comme pour beaucoup de personnes, ça a été un choc. Pour moi, tous les événements, du coup, sont passés en mode offline. Donc, je m'étais dit, tant qu'à faire, autant travailler depuis la Polynésie. Du coup, j'ai pu revenir ici et un peu faire une pause de tous ces voyages. Et ça m'a permis de redécouvrir finalement la Polynésie, de revoir ma famille, mes amis, de voir que ça y est, il y avait Internet, il y avait la DSL, le début de la 3G, on va dire, ici. Et j'ai pu télétravailler pour la boîte avec laquelle je bossais en France. Donc, c'était déjà le contexte, on va dire, de la Polynésie était sympa. Et en plus, une fois sur place ici, j'ai eu une opportunité, un ami qui m'a contacté pour venir l'aider à réaliser les activités digitales du Whare Natura. Donc les jeux, le Naturascope avec cet écran à 360 qui est projeté. Et j'étais du coup au contact des scientifiques et
Et ça m'a fait vraiment un déclic de voir que finalement les compétences que j'avais acquises à l'étranger pouvaient être réutilisées au Fénois, pouvaient participer finalement aussi à l'éducation des jeunes générations. Et c'est tout ça qui finalement m'a dit « Ok, je pense que c'est le bon moment pour rentrer en Polynésie et participer à tout ça ». En fait, tu t'es beaucoup formé tout seul, tu as appris petit à petit des nouvelles compétences, des nouveaux outils. À partir de quand est-ce que tu as intégré l'IA dans ton travail? Alors, l'IA, j'expérimente avec, dès le début, c'était une technologie qui me fascinait, mais qui était, on va dire, en 2022, c'était encore très, on va dire, expérimental, avec les mains qui étaient toutes déformées, les visages qui étaient bizarres. Donc je l'ai intégré vraiment dans des productions réelles que vers le milieu de 2023. Je pense que le premier projet pour lequel j'ai utilisé de l'IA, c'était pour refaire le logo de Miss Dragon, où j'ai utilisé à l'époque un logiciel d'IA juste pour générer des différentes idées. Donc ce n'était pas pour faire le truc final, mais pour brainstormer rapidement plein d'idées que je pouvais du coup montrer aux clients pour aller plus vite. Ça a été le premier projet avec de l'IA. Et par la suite, finalement, petit à petit, si le besoin est là, j'intègre ça aujourd'hui. Là, dernièrement, je l'avais utilisé pour générer les écrans de Mr. Tatey, où du coup, pareil, là, on avait des délais assez courts et des écrans qu'on voulait assez dynamiques. Donc là, pour le coup, l'IA était très utile pour ça et ça s'est bien passé. Les IA génératives, ça fait peur à beaucoup de gens. Finalement, pour toi, c'est un outil. Est-ce que tu as peur quelque part pour ton métier? Oui et non. D'un côté, comme tu dis, c'est un outil. Il faut, comme pour tous les outils, être à jour. Comme ça a été le cas, on est passé à la photo argentique, à la photo numérique. On est passé au logiciel de montage, à maintenant pouvoir monter sur un téléphone. Donc c'est sûr que dans les métiers créatifs, finalement, on est dépendant des technologies et on est obligé de se maintenir à jour. Donc pour moi, le danger, ça c'est plus de ne pas suivre ça et d'être réfractaire. Ensuite, voilà, c'est un outil. C'est comme un couteau. Tu donnes un couteau à un serial killer, il tue des gens, tu le donnes à un bon cuisinier et il te fait des super plats. Finalement, ça dépend de l'usage qu'on en fait. On en parlait un petit peu hors caméra tout à l'heure quand on était en centre-ville de Papeete avec toi, par rapport à ta vidéo sur le feu d'artifice. Il y a certaines personnes en commentaire qui se sont un peu insurgées parce que c'était pas la vérité. Comment est-ce que toi tu vois ça, l'utilisation de l'IA dans le monde aujourd'hui? Est-ce que c'est trompeur? Est-ce que toi tu as peur de tromper les gens quand tu crées quelque chose? Oui, c'est vrai je trouve qu'il faut faire attention à vouloir tromper les gens, à donner l'illusion de la vérité avec tout ce qui est fake news, etc. Je trouve qu'effectivement, en ce sens-là, l'IA, ça peut être un danger. Ça devient vraiment de plus en plus réaliste. Et je trouve que là, c'est un peu, je dirais, de la fraude, de vraiment simuler le réel et faire croire à des gens avec cette intention justement de faire passer ça pour du vrai. Moi, je ne l'utilise pas dans cette optique-là et je l'ai bien mis avec mention IA, que c'était généré par IA. C'est plus vraiment comme un outil créatif, comme si j'avais fait un montage sur Photoshop ou un dessin ou une peinture, sauf qu'effectivement, c'est extrêmement réaliste. Avant de continuer, on va passer au mot de la semaine. Alors pour cette nouvelle saison, nouveau concept pour le mot de la semaine, je vais te donner un mot et puis en fait c'est toi qui vas l'expliquer à nos téléspectateurs, mais attention, tu n'as que 20 secondes et surtout je vais te donner un objet. Donc c'est une gourde. Voilà, alors le mot cette semaine c'est vidéo mapping. Est-ce que tu es prêt? Ok. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors si on imagine qu'on projetait une image sur cette gourde qui épouserait exactement ses formes et qu'on pouvait du coup l'animer, on pourrait transformer ça en volcan, la faire se remplir. Le vidéo mapping, c'est ça, c'est projeter finalement de la vidéo qui épouse la forme d'un objet ou d'un bâtiment et qui derrière permet de donner une illusion finalement en temps réel.
Super, bah écoute, bien joué. Alors j'ai choisi vidéo mapping parce que j'ai vu que tu avais fait une présentation en septembre dernier. C'est quelque chose que tu proposes toi avec ton entreprise ou que tu comptes développer? Eh bien, pourquoi pas, si j'ai de la demande, effectivement, ça c'est quelque chose que je peux proposer, en tout cas sur la partie animation. Par contre, sur la partie matériel, projecteur, etc., je passerai par un autre prestataire. Mais oui, tout à fait, c'est possible. S'il y a des entreprises qui sont intéressées, pourquoi pas. Dans quel cas, par exemple, ça peut être bien de faire ça? Ben, ça peut être bien soit dans des cadres d'événements d'inauguration, par exemple, pour présenter un nouveau projet, pour mettre en avant un nouveau bâtiment, pour célébrer quelque chose. Ou aussi, ça peut être des installations permanentes, par exemple dans un musée où on pourrait animer de manière permanente des éléments sur une forme, sur un objet. C'est ce qui se fait un peu à l'étranger dans certains musées. Alors dans ton parcours, tu as intégré l'incubateur de start-up Prism. D'ailleurs, je t'avais interviewé l'année dernière par rapport à ton projet Beach Please. Et puis, tu es aussi intervenu auprès de la nouvelle promotion d'entrepreneurs. Qu'est-ce que ça fait tout à l'heure, tu disais que quand tu étais plus jeune, tu envisageais de devenir enseignant. Qu'est-ce que ça fait de passer d'incubé à formateur? C'est gratifiant et effectivement, finalement, aujourd'hui, le digital, c'est devenu quand même assez complexe entre les algorithmes, les réseaux sociaux, tous les outils qu'il faut maîtriser aujourd'hui. Donc, c'est finalement une demande qui est arrivée vers moi de cette volonté de pouvoir essayer tous ces outils-là. Et finalement, moi, c'est aussi un challenge parce que ça me remet aussi en question de préparer tout ça. Ça m'aide à clarifier finalement aussi mes idées, à me tenir à jour sur tout ça. Donc, c'est gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui, tu es entrepreneur. Qu'est-ce qui est plus compliqué, être entrepreneur ou être salarié? C'est différent. Pour avoir fait les deux, entrepreneur, ce qui est la difficulté, je dirais que c'est toutes les casquettes que tu dois porter. Tu ne peux pas te concentrer uniquement sur la créa, il faut gérer tout de l'administratif, les factures, les devis, toute cette partie-là, en plus de la partie création, c'est, je trouve, la plus grosse difficulté. Et bien évidemment, l'incertitude, on va dire, des revenus. Mais bon, ça, si ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, c'est ça, c'est un peu le poids d'avoir toute une chaîne finalement à gérer. Merci Eric, c'est pas terminé, c'est l'heure du quiz. Alors nouvelle rubrique pour cette saison aussi, le quiz. Donc ce sera un quiz, je te préviens, avec des questions un petit peu décalées. C'est bon, t'es prêt? Okay. Allez. Quelle phrase dis-tu le plus souvent lorsque tu fais du montage? Ça passe, personne ne le verra, tant pis, ou alors on recommence? Je dirais ça passe. Parce que il faut pas être finalement, ce qui est le plus important, c'est pas le détail, c'est le timing. Donc par exemple pour la vidéo du Nouvel An avec le feu d'artifice, si je l'avais sortie une semaine plus tard, elle n'aurait pas du tout eu le même impact. À quel moment est-ce que tu as tes meilleures idées? Est-ce que c'est sous la douche? Est-ce que c'est trop tard? Ou est-ce que c'est juste avant de dormir? Juste avant de dormir. Merci le cerveau. Quelle tâche remets-tu toujours à plus tard, même quand elle prend 5 minutes? Envoyer mes factures. Si on ouvrait ton historique Google, quelle recherche aurais-tu beaucoup de mal à expliquer? Mes recherches sur l'optimisation de mes decks de cartes Magic the Gathering, auxquelles je n'ai même pas le temps de jouer. D'accord. Bah écoute, merci de t'être prêté au jeu du quiz. Et pour finir, quel message est-ce que tu souhaiterais passer à ceux qui veulent se lancer dans la création vidéo et qui hésitent peut-être? Alors mon message pour ceux qui aimeraient se lancer dans la création vidéo, je dirais que lancez-vous. C'est le bon moment, les outils sont à peu près matures, les studios ne sont pas encore trop développés. Aujourd'hui, on peut faire tout ça avec un téléphone. Ce qui compte, c'est de se lancer, d'essayer, d'échouer, de recommencer. Et c'est le bon moment. Merci d'avoir été avec nous. Et avant de se quitter, on va regarder l'actualité insolite et technologique de la semaine.
Le CES 2026, événement tech de l'année aux États-Unis, s'est déroulé du 6 au 9 janvier. Parmi les innovations insolites, celle d'une marque française, iBrush, qui propose une brosse à dents électrique capable d'analyser l'haleine grâce à l'IA pour détecter certains signaux d'hygiène. L'objectif est de détecter les signaux de plus de 300 pathologies, allant du diabète précoce aux problèmes hépatiques, en passant par les maladies des gencives, rapporte le site Les Numériques. Un modèle encore expérimental, le projet devrait voir le jour en 2027. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Métafénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.